Est-ce qu'on guérit plus vite si on laisse ou qu'on est laissé lors d'une rupture? Ben moi, je dirais on guérit plus vite quand nous, on laisse. Ça, c'est mon opinion, là, que quand on est laissé. Est-ce que tu crois qu'on guérit plus vite si on est laissé ou qu'on laisse? Je pense que si on laisse. Parce que la décision est comme déjà prise. Fait que le processus est déjà commencé. Alors, dans le cadre d'une rupture amoureuse, est-ce que vous croyez qu'on guérit plus vite si on laisse qu'on est laissé? Si on laisse. Si on laisse? Oui, si on laisse. Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce qu'on guérit plus vite si on est celui qui laisse ou celui qui est laissé? La réponse à la fin de l'émission. Restez là. Bonjour et bienvenue à la nouvelle émission Rupture, spécialement dédiée à la rupture amoureuse, la séparation, le divorce et la reconstruction. Je suis Marilyn Petit, votre animatrice, et chaque semaine, je recevrai des experts pour en discuter avec moi. Ensemble, nous vous inviterons à des pistes de réflexion, à des solutions et à des outils. Donc, aujourd'hui, comme premier épisode, nous parlerons de guérir d'une peine d'amour. Et pour le faire, avec moi, j'ai en studio Dr Catherine Bouchard. Merci Bonjour. Catherine d'être là. Merci pour l'invitation. Oui. Lucie Vizina, psychologue. Merci. Merci à toutes les deux. Merci d'être là pour la première de rupture. Alors, guérir d'une peine d'amour. Souvent, quand on parle de peine d'amour, on entend rapidement « j'ai le cœur brisé, je suis brisée, je suis en morceaux ». Donc, Catherine, est-ce qu'on doit s'attendre à des symptômes physiques lors d'une rupture amoureuse, d'une peine d'amour? En fait, c'est intéressant. On parle de cœur brisé. Est-ce qu'on ressent vraiment notre cœur brisé? Est-ce qu'on peut ressentir des symptômes? Alors, la réponse est oui. Lorsqu'on vit une émotion qui est difficile, notre corps va vivre un gros stress. Puis le stress, en fait, c'est une réaction qui se réactive toujours un petit peu de la même façon. C'est une réaction qui est conçue dans notre corps pour assurer la survie de l'espèce, pour nous permettre de combattre ou de fuir une menace. Mais on s'entend que dans le cas d'une rupture amoureuse, c'est pas toujours applicable, ces réactions-là, mais lorsque on vit un grand stress, notre corps va libérer toutes sortes de médiateurs, toutes sortes de petits messagers, dont par exemple le cortisol. Il y en a qui connaissent bien l'hormone, le cortisol, l'adrénaline. C'est des choses qui vont produire toutes sortes de réactions dans notre corps à plusieurs niveaux. Que ce soit permettre à nos muscles de bien fonctionner parce qu'on doit fuir, ou augmenter notre rythme cardiaque, augmenter notre respiration. Puis parallèlement, notre corps va réaliser que c'est le temps de mettre de côté les choses qui sont moins essentielles pour survivre, comme par exemple dormir puis bien digérer. Fait que là, les symptômes qui vont arriver quand on vit un grand stress, on peut sentir des palpitations, on peut avoir des tensions musculaires, on peut avoir de la misère à digérer parce que notre corps il a compris que c'était pas le temps de faire une bonne digestion. Puis on peut aussi avoir des problèmes multiples, comme de l'insomnie, par exemple. Oui. Fait que ça, c'est toutes des petites choses qu'on doit apprendre à reconnaître quand on vit un grand stress, puis à savoir si ça peut être en lien avec notre stress versus d'autres symptômes qui seraient relativement attribuables à un problème physique. Donc, ça, c'est au niveau physique. Puis au niveau psychologique, Lucie, hein, on le sait, là, on a un méli-mélo d'émotions. Est-ce qu'il y a certaines émotions qu'on sait d'avance là, que quand on parle de rupture amoureuse, on doit s'attendre à ces émotions-là? Une espèce de chemin là, vers la guérison là, possible. Mais c'est vraiment intéressant. Je fais du pouce sur ce que vous venez de dire. Moi, je parle des 3 C, de l'équilibre des 3 C. C pour cerveau, C pour cœur, C pour corps. Puis j'ai l'impression que ces 3-là sont pas dissociables. Donc, des émotions, bien oui, hein, on pense, nos pensées vont générer une charge émotionnelle, des émotions. Puis des émotions, ben il y en aura. Souvent, ça vient par vague. Vous allez observer, là, ça vient par vague. Il y a des bonnes journées, des moins bonnes journées. Est-ce qu'il y aurait une liste d'émotions universelles, je dirais? Ben, tu sais, on va traverser la colère, la peur, la peine. Tout ça prend beaucoup de place, puis c'est tout à fait normal. C'est pas un deuil hein, qu'on vit une rupture, c'est plusieurs petits deuils. Donc on aura à traverser ces émotions-là. Mais une émotion, ben une forme d'émotion, je pense qu'on oublie de nommer. Quand on se met en couple une première fois, on part pas avec l'idée de dire on va se séparer dans quelques mois. Évidemment. On veut que ça fonctionne, tout ça. Puis je pense que les gens, quand il arrive à une séparation, à une rupture, il y a eu beaucoup de tentatives de relance. On a travaillé fort. On veut pas se rendre là, mais
des fois, ça prend des tournures très douloureuses. On se crée des blessures pendant ce processus-là. Et les gens oublient qu'il peut y avoir une émotion de soulagement aussi. Ouais. Tu sais, on pense à la peine, Certains. colère. Excuse. Pour certains, oui, c'est justement, on a pris la décision, on y a réfléchi longtemps, puis ouf, ça se passe pour un soulagement. L'autre qui accueille la décision le prend différemment. Absolument. Mais des fois, ça peut être une décision à deux. Oui, Mhm. aussi, Hein, puis ça peut être un effectivement. soulagement finalement pour les deux, dire mon Dieu, ça allait pas bien, on est mal parti. Ben, regarde, Puis là, je vais te poser la question, Vas-y, la vas-y, fameuse vas-y. question, Lucie. Ça prend combien de temps guérir d'une peine d'amour? Ouais, combien de temps? Hein? On aimerait donc ça, avoir une date de début puis une date de fin. Tu sais, je vais répondre à la question un peu platement, dans le sens qu'il n'y en a pas de réponse à ça. Ouais. Chacun son rythme, chacun son parcours. Par contre, j'ai croisé une dame qui me disait, c'est au minimum une histoire de 4 saisons. Puis je trouvais ça intéressant. Hein? On passe par tout plein. La première année, je pense que c'est Oui, l'année la- qui nous amène Oui. beaucoup de turbulences, je vais dire. Mais c'est que la séparation, c'est toutes les sphères de vie. On va parler des finances, on va parler de la famille. Quand on a des enfants, on doit gérer notre tristesse, notre peine d'amour, mais aussi celle de nos enfants. Donc, ça inclut toute la famille, toutes les... Oui, puis il y a comme des étapes à tout ça. C'est la première étape, comme on dit, il faut se réorganiser. Oui. Hein? Oui, maison, tout ça, la sécurité. Après ça, ben, il me semble que là, on se dépose un petit peu, puis là, on réalise que, ouf, ce qu'on vient de vivre, là. Et des fois, on se réorganise, mais au ralenti, un peu parce que notre corps ne nous suit pas, hein, docteur Bouchard? Absolument. Puis c'est sûr que faut être à l'affût de ça, puis faut se prendre soin. Quand on vit une période difficile comme ça, là, on va avoir tendance à être beaucoup dans le faire, réorganiser, s'occuper des enfants, puis peut-être même compenser avec tout le monde autour. Mais les papiers aussi, les avocats, le divorce et tout ça, on a tellement de feu à éteindre que... Qu'est-ce qui va tomber en premier? Notre sommeil? Oui. L'alimentation, on va commander des affaires, on va vouloir se gâter par de la bouffe. Fait que là, on va peut-être manger des choses qui ne nous font pas nécessairement du bien. Fait qu'il y a toutes sortes de petites choses qu'il faut se recentrer sur nos habitudes de vie. Donc, à la réponse, il n'y a pas de temps défini, ça dépend de chacun. Peut-être que, Catherine, tu nous dirais, ça dépend comment on prend soin de notre corps à travers ça. Absolument. Ça dépend. Bon, donc, on part avec cette idée-là que chacun a son chemin, chacun a son rythme. Et ce que je vois beaucoup, moi, c'est la pression de guérir vite qui devient un frein parce que là, on se compare aux autres ou on se compare à lui qui va mieux ou à elle qui va mieux puis qui est déjà en couple. Puis comment ça se fait que moi, je suis pas capable? Ça aussi, on l'entend souvent. Je t'ajouterais la pression qu'on se met, mais la pression qu'on a aussi de notre entourage de repartir rapidement. Oui, et pour les enfants, souvent, et pour le travail, parce qu'il faut continuer. Puis on va s'arrêter pour une courte pause. Puis au retour, je suis curieuse, Catherine, quand est-ce qu'on dit, ben là, si je suis pas dans la normalité d'une guérison amoureuse, j'ai besoin de consulter, j'ai besoin de peut-être voir mon médecin et tout ça. Fait qu'au retour de la pause, on regarde tous ces petits signes-là qui s'installent. Selon toi, lors d'une rupture amoureuse, est-ce qu'on guérit plus vite si on est celui qui laisse ou celui qui est laissé? Ça dépend. Parce que l'attachement est différent selon chacun. Je dirais, la personne qui est laissée, souvent, c'est plus une surprise. La personne qui laisse le sait, mais ça veut pas dire que au long terme, tu guéris mieux. Nous sommes de retour à l'émission Rupture. Alors, juste avant la pause, on parlait de quand est-ce qu'on doit consulter. Quand est-ce que je dois consulter mon psychologue? Quand est-ce que je dois consulter mon médecin? Fait que quand est-ce que je sais, là, finalement, c'est pas le chemin de la guérison normale, puis je suis mieux de voir un médecin. Ben, c'est important d'en parler, hein, parce que des fois, on va vouloir trop médicaliser les processus de la vie. Tu sais, une rupture, c'est un peu comme perdre un emploi ou vivre un deuil. C'est des choses qui peuvent survenir dans notre parcours de vie, même si c'est vraiment pas facile. Ça veut pas nécessairement dire que c'est un problème médical qu'il faut absolument comme avoir une intervention externe. C'est pas rare, moi, que je vais voir des patients ou des patientes qui vont vivre une rupture, puis tu sais, ils vont dire, moi, j'ai besoin de continuer à travailler, j'ai besoin de continuer à me valoriser parce que je fais, j'ai besoin de garder ma routine. Ça doit être un petit peu qu'est-ce que tu vois lorsque les gens te consultent, hein? Absolument, absolument. Est-ce que les gens, parce que d'emblée, on va aller consulter un psy, souvent, hein, on sépare, on va aller voir un psy.
parce que je veux vite guérir. Hein, c'est la maladie du siècle, ça. Je veux pas ressentir d'émotions, je veux que les choses, Donc, mais autant pilule ça doit miracle, là. autant ça doit aller vite dans mon téléphone que, oh, OK, il faut passer à autre chose, Ouais. puis je Je suis guéris. stressée, j'ai pas le temps. Exactement. Donc, quand est-ce qu'on sait exactement que finalement, là, je me dirige vers une vraie dépression parce que, on le disait tantôt, les symptômes d'une dépression et d'un état dépressif se ressemblent beaucoup. Fait que comment on fait la différence? Peut-être, Lucie, veux-tu commencer? Oui. Moi, je dis souvent, c'est sûr, c'est pas parce qu'on vit une séparation ou une épreuve qu'il faut absolument consulter à tout prix rapidement. Je trouve que ça va dans le sens que tu dis. Mais oui, il y a des symptômes de ce que j'appelle un état dépressif. On peut penser à des défis de concentration, de mémoire, d'humeur. Tout ça fait partie du cheminement. Tu sais, je disais tout à l'heure, c'est pas un deuil, c'est plein de petits deuils. Donc, on est envahi par toutes sortes d'émotions à différents moments. Puis, à un moment donné, mais ça nous coûte de l'énergie. Hein? Puis, ça s'approche des symptômes d'un épuisement. Tu sais, épuisement, je parlais des 3C, cerveau, cœur, corps. Donc, les 3 peuvent être exposés aussi à des enjeux d'épuisement. Puis, ça se répercute. Des fois dans le bureau du médecin. Hein? Mais oui. Ben oui, c'est donne-moi une pilule, Catherine, je vais pas souffrir. Alors, qu'est-ce que tu me donnes comme pilule? Mais il y a un moment où c'est important aussi de consulter. Fait qu'il y a un diagnostic qu'on appelle le trouble d'adaptation. En fait, c'est souvent, on utilise souvent des grands mots pour dire que, tu sais, on utilise des beaux diagnostics, là, mais pour dire que là, on s'adapte plus. C'est comme si nos mécanismes de défense sont saturés. Tout devient une montagne. Puis là, ça, il faut le savoir, le reconnaître. Puis comment qu'on va le reconnaître? C'est que, comme je le disais, là, c'est comme si le verre, il déborde tout le temps. Là. Puis là, ça veut dire que, puis probablement qu'il y avait peut-être quelque chose aussi. Il peut y avoir des éléments sous-jacents. Là, tu sais, si ça fait un bout que je suis stressée, j'en ai beaucoup dans mon assiette. C'était une relation qui était difficile. Puis là, tout s'est s'accumuler. Puis là, il y a une peine d'amour qui survient. Mais là, à ce moment-là, ça devient difficile. Nos mécanismes de défense, ils fournissent plus. Puis ils fournissent plus à... on arrive 2 minutes en retard, c'est la fin du monde. On se casse un ongle. Tu sais, ma journée va être l'enfer. On a de la misère à fonctionner dans nos petites choses du quotidien. Aller faire les courses, ça nous le tente jamais. Aller chercher les enfants. Même, tu sais, prendre soin de sa propre hygiène, des fois, ça peut devenir difficile. Et ça devient... ça, c'est important de savoir le reconnaître parce que mané, ça peut être insidieux, ça peut être dangereux. Ça peut être très, très difficile pour le corps, pour le niveau de fonctionnement. Puis c'est à ce moment-là qu'il faut consulter. Bref, quand on sent que nos défenses sont épuisées puis qu'on n'est plus capable de fonctionner dans notre quotidien. Fait que ça, c'est un peu le trouble d'adaptation. C'est ce qu'on va voir le plus souvent en clinique, à départager de la dépression majeure. Parce qu'on pleure dans une peine d'amour. Absolument. On pleure, là. Tu sais, moi, j'ai des clientes qui pleurent et pleurent et pleurent. Comment je sais si c'est du pleur normal d'une rupture ou ça vient de dépasser, puis là, c'est dans un état dépressif. Là. Mais j'aime la façon que c'est apporté. Il y a aussi la durée. À un moment donné, comme on dit, le vase est plein, ça dure longtemps, ça devient de plus en plus lourd à supporter. Puis oui, les symptômes vont se rapprocher encore plus et là, on est devient dysfonctionnel. Puis quand on parle comme du côté émotionnel, ben c'est tout devient gros. tout prend de l'ampleur, on a de la misère à fonctionner. Je pense que là, c'est important d'adresser puis de se permettre, ça demande du courage de consulter. À moi, c'est encore tabou, consulter un psychologue. De moins en moins, heureusement. Mais dire, hey, je suis rendue que je vais aller raconter ma vie à quelqu'un, puis cette personne-là, elle va m'aider à tout régler. Tu sais, c'est encore tabou de consulter. Alors, si on parle d'outils, qu'est-ce qu'on retrouve dans le coffre d'outils du médecin pour nous aider à guérir d'une peine d'amour? Mais c'est sûr que le médecin, ça peut être le premier professionnel qu'on va finir par consulter, hein, peut-être des fois parce qu'on est un peu stressé de justement, ça nous tente pas de déballer tout notre sac, toute notre vie de parler. Les gens ont l'impression qu'il va falloir qu'ils reparlent de leur enfance, des dernières générations. Tu sais, ça va être lourd, ça va être gros. Fait que des fois, on va aller voir le médecin parce qu'il va y avoir quelque chose de rapide, un petit rendez-vous de 15 minutes, là. Mais donc, le médecin peut être la première personne. Puis je pense que l'écoute du médecin peut être déjà un outil super intéressant. Puis aussi de refléter l'importance de consulter. Moi, je le dis souvent, là, il y a plusieurs aspects à tout ça. Il y a l'aspect médication là, que je vais parler dans 2 petites minutes, mais il y a l'aspect d'en parler. Puis je rappelle souvent aux gens que des fois, là, les gens vont me dire, oui, mais j'ai plein d'amis. Mais nos amis sont pas toujours les meilleures personnes pour nous parler parce que ça fait du bien de ventiler, mais des fois, sont
ils sont pas toujours outillés, puis deux, des fois, ils sont mal à l'aise, ça leur tente, tu sais, ça leur tente pas qu'on file pas, là, tu Puis sais. il y a un moment aussi où on vient on croit qu'on les tanne avec nos choses. Ouais. Fait qu'on n'en parle plus et c'est là où on On s'isole dans fige, puis on notre... isole. C'est Absolument. ça. Fait que, tu sais, c'est important. Moi, en tant que professionnelle, je vais référer à mes collègues professionnels parce que j'ai pas les compétences d'accompagner les patients, mes patients ou les gens dans tout ce cheminement-là. J'ai pas tous les outils, mais on va essayer de commencer à aborder la discussion puis de renforcer l'importance de la référence. Au niveau de la médication, bien, c'est sûr que dans ma boîte à outils, j'ai certains médicaments. Je pense pas que c'est, tu sais, c'est vraiment un élément qu'il faut mettre de premier plan, mais il faut quand même pas le négliger. Tu sais, il y a des fois, on va vouloir en avoir un peu trop vite, puis des fois, il y a des gens qui ils vont retarder, puis ça peut être quand même des outils qui sont intéressants, des médicaments que ce soit pour le sommeil. Là, quand ça marche vraiment plus, là, le sommeil, c'est un peu la base de la santé. Au niveau de l'anxiété, tu sais, si on a beaucoup de symptômes d'angoisse ou si on a des symptômes d'attaque de panique, là, qui sont des espèces de poussées d'anxiété très intenses, ou si on développe des symptômes anxieux à long cours ou des symptômes dépressifs, il y a de la médication qui existe pour ça, puis on peut être bien accompagné par le médecin et par le pharmacien par rapport à la médication. Puis la dernière chose que je trouve importante dans ma boîte à outils comme professionnelle, c'est de rappeler aux gens de se prendre soin. Hein, parce que, tu sais, on a des piliers de la santé, il y a des choses qu'on doit faire qui sont importantes, puis comme on le disait tantôt, qu'on va mettre de côté très rapidement, mais le sommeil, la saine alimentation, c'est toutes des choses qui sont importantes. Le corps est notre machine, hein? Et c'est lui qui nous permet d'avancer. Puis quand on est bien dans notre corps, ça aide notre mental. Hein? Puis vous allez me dire si je suis dans le champ, mais ça aide notre mental. Donc, de prendre soin de notre corps, même quand notre mental est dans la tempête, C'est primordial. on s'aide un et l'autre. Hein? Oui, Un va absolument. pas sans l'autre. Absolument. Et dans le cas d'outils de la psy, qu'est-ce qu'on Mais écoute, retrouve? ça va un peu dans le même sens. Moi, je trouve ça intéressant parce que je pense qu'on fait une bonne équipe. Puis les On va ressources, s'engager toutes les deux. mais c'est vrai, moi aussi, je réfère parfois au médecin, puis je pense que c'est comme ça qu'on peut Ouais. aller mettre toutes les ressources autour de nous. Mais oui, qu'est-ce qui nous permet de la bienveillance, pour moi, c'est Absolument. prendre soin de soi, mais s'accorder le droit Ouais. d'être, je vais dire le mot, tout croche. Ouais. C'est d'être tout croche. Il y a des bonnes journées, moins bonnes journées. Puis ça. comme je disais, des fois, on se pense très bonne, très bon, puis on part, puis on s'inscrit dans des marathons, on s'inscrit dans plein d'affaires parce qu'on dit là, il faut bouger, mais souvent, ça s'apparente à de la fuite. Oui. Une forme de fuite, on veut pas être dans la douleur, on veut repartir rapidement. Puis je pense que c'est ça, c'est de s'accorder le temps, prendre le temps de faire un bilan. Je pense que c'est l'erreur qu'on fait trop souvent. Ben, rapidement, pour éviter de souffrir, là, moi, ce que je vois, c'est vite les sites de rencontres ou beaucoup d'activités. Je vais sortir, je sors, je reste pas chez moi. Mais la vraie guérison, moi, je crois qu'elle est avec nous. C'est la rupture, ça devient un rendez-vous avec soi-même, une possibilité de se reconstruire, de prendre ce moment-là pour reconnecter à nous. Parce que souvent, on peut s'être oublié dans la relation. On se cherche, on ne sait plus qui on est exactement. Ça demande un temps, ça. Puis, est-ce que je me trompe de dire que quand on saute ces étapes-là, on risque de se faire rattraper? Absolument, j'aime ça. Oui, c'est ça. Puis je pense que on prend pas, tu sais, c'est pas dans nos, c'est pas souffrir, mais c'est de prendre cette opportunité-là d'aller voir où on a mal, qu'est-ce que c'est venu nous chercher, puis tu sais, c'est très épeurant et c'est un peu ça. Moi, je trouve que dans un psychologue ou des ressources autour de nous peuvent nous aider un peu à. Moi, je dis souvent, je tiens la lampe de poche. Ouais. On va aller dans des petits raccoins qu'on va pas souvent, mais on va y aller à deux. Fait que c'est plus. Parce qu'on dit qu'une peine d'amour fait écho à toutes les autres, à ce qu'on n'a pas, réglé. Oui, Donc, quand c'est pas réglé, on transporte ça dans nos nouvelles relations. Fait que finalement, on est quelques-uns dans le champ à coucher si c'est pas réglé. J'aime ça. Donc, dans le coffre de la psy, bienveillance, amour de soi, se donner du temps, accepter ce que moi j'appelle nos journées burk. Ben voilà. Je file pas bien, je sais pas ce que j'ai, mais je file pas bien. Et ça arrive souvent. Dans celle du médecin, c'est de vraiment
mettre encore l'emphase sur notre santé, sur Notre santé. corps. Ce que je trouve super intéressant dans ce que tu dis, c'est que, tu sais, reconnaître un peu nos symptômes, là, puis, tu sais, de se réapprivoiser, utiliser la lampe de poche pour dire qu'est-ce qu'il y a dans mes raccoins. Mais les symptômes physiques sont aussi parlants. Hein? Puis, des fois, c'est le temps de se dire, OK, ben moi, quand je vis quelque chose de difficile, ça s'en va où, là? Cette petite tension-là dans mon cou, qu'est-ce qu'elle veut me dire? Oui, il y a un muscle qui est tendu, là, mais s'il est tendu, peut-être que c'est parce que mon stress, il est relié. Ou le petit reflux là, que j'ai le goût d'aller chercher des médicaments sur la tablette là, pour l'apaiser, bien, peut-être que c'est un petit signal d'alarme, puis je devrais l'écouter plus souvent parce qu'il me fait signe, finalement, qu'il y a quelque chose qui ne va pas peut-être dans ma tête puis dans mon cœur. Puis ça réalise les 3 C, finalement. Puis c'est peut-être un signal qu'il faut apprendre à écouter plus souvent. Tu as tellement raison. Puis moi, j'ai un livre que j'ai oublié le titre, malheureusement, mais qui disait que nos émotions, notre corps va le ressentir avant que nous, on l'ait à la conscience. Fait que ce que tu dis, c'est tellement vrai. Là, j'ai un petit mouvement d'estomac, un petit point, un petit. Mais qu'est-ce que ça veut dire au-delà du symptôme? Très intéressant, mesdames. On va s'arrêter pour une courte pause. Puis au retour, c'est le moment tant attendu. La réponse au Vox Pop qui était « Croyez-vous qu'on guérit plus vite si on est celui qui laisse ou celui qui est laissé? » On règle ça au retour de la pause. Mesdames, dans le cadre d'une rupture amoureuse, est-ce que vous croyez qu'on guérit plus vite si on est laissé qu'on laisse? Pour moi, je pense que c'est aussi difficile un que l'autre. Je pense que les blessures sont différentes, mais il y a des blessures de part et d'autre. Ben moi, je pense que ça doit être plus facile quand on est celui qui laisse. Peut-être qu'on a eu le temps de plus de réfléchir à ça, tu sais, avant le point final. Là. Nous sommes de retour à Rupture, le moment fatidique. La réponse au Vox Pop. Alors, est-ce qu'on guérit plus vite si on est celui qui laisse ou celui qui est laissé? Catherine? Ah, j'ai envie de laisser le début de la réponse. OK. C'est pas évident. Hein? Je dirais dans les 2 cas, je pense que c'est douloureux pour les 2, hein, qu'on laisse ou qu'on soit laissé. Mais je dirais peut-être ceux qui vont laisser vont probablement avoir eu, j'appelle ça un pré-deuil, pris le temps d'y réfléchir. Quand tu es rendu à laisser, c'est parce que tu as aussi un processus qui s'est installé dans tes pensées, dans tes émotions, tout ça pour arriver à le partager ou à l'annoncer. Je dirais celui qui laisse a peut-être une petite longueur d'avance sur celui qui peut-être peut le recevoir comme un état de choc. Ou, il a fait des pas, lui. Celui qui laisse. Je pense que... Catherine? Mais c'est une très bonne question. Puis je trouve ça très intéressant, Lucie, ton point de vue, de reconnaître un peu l'état psychologique dans lequel on est quand l'événement, la rupture survient. Je dirais qu'il faut penser aussi à l'état physique dans lequel on est quand ça survient. Fait qu'au-delà de peut-être qui laisse ou qui est laissé, tu sais, si on était surmené, brûlé, on vit du stress depuis une longue période, si notre corps physique est malade ou si on vit de l'anxiété ou du stress depuis longtemps, si on a beaucoup d'enjeux personnels, je pense que ça va jouer beaucoup dans la balance sur comment qu'on va être capable de rétablir nos mécanismes de défense puis de remonter la pente après l'événement de la rupture. Fait que, tu sais, il peut y avoir cet élément-là à considérer. Oui, parce qu'effectivement, si on a un système qui est affaibli, là, on y en demande encore plus. Ça fait que le coup de grâce, là, un peu. Là. C'est ça. Tellement intéressant. Merci, mesdames, d'avoir été là. C'était vraiment enrichissant. Je suis certaine que les auditeurs à la maison ont beaucoup apprécié, beaucoup appris. Fait que merci. On va vous réinviter. Vous allez revenir. Merci beaucoup. On sera là. Merci. Et pour vous, à la maison, je vous invite à aller aimer la page Facebook de Rupture pour commenter, poser vos questions, répondre à notre question Vox Pop. Alors, Rupture sur Facebook. Et la semaine prochaine, nous allons parler du divorce 101, les procédures légales, par où on commence. Hein? Parce que ça aussi, c'est compliqué. Hein? Oh là là, qu'on en a donc à faire pour ça. Premier épisode déjà qui est terminé. Bravo. Ah oui, hein? Champagne! Fait que merci beaucoup à vous. Merci beaucoup d'avoir été là. N'hésitez pas à écrire vos commentaires sur la page Facebook, vos suggestions aussi, pourquoi pas. Merci, bonne semaine. On se revoit la semaine prochaine.